De la théorie du spaghetti à la théorie du flipper, la physique des particules en question. Bonjour à tous, c'est Christina. Je reçois dans les studios Alain, retraité amateur de physique depuis l'adolescence, et Anaïs, lycéenne de 15 ans, qui se pose beaucoup de questions. Quatrième question, l'univers est-il équilibré ? Et l'être humain, il fait à peu près quelle taille par rapport à tout ce qui est de plus grand et tout ce qui est de plus petit ? On est à peu près moyen, petit et grand ? Alors, moi, je vais avoir du mal à te répondre parce que les ordres de grandeur sont tellement... les ordres de grandeur dépassent tellement notre quotidien, si tu veux, que les masses et de ce qu'on va trouver dans un trou noir, c'est des milliards de fois ce que nous représentons. Et en même temps, les particules, c'est comment dire, des milliards de portions de millimètres. Donc je ne sais pas exactement comment on se situe en termes d'ordre de grandeur dans tout ça. Mais quel que soit le point de vue qu'on adopte, on est sur des nombres qui sont considérables. C'est-à-dire que si on prend par exemple le nombre d'atomes qui composent notre corps, c'est absolument considérable. Voilà. Si on regarde le nombre de zéros qu'il faut mettre pour identifier la taille d'une particule, c'est considérable. Et si on regarde le nombre de zéros qu'il faut mettre pour identifier le poids ou la masse d'un trou noir, c'est considérable. Alors il y a tellement de zéros derrière tout ça que je ne saurais pas exactement te dire où on se situe. Alors, j'ai une autre question, c'est est-ce que l'univers il est équilibré ? C'est-à-dire, dans tout ce qui existe dans l'univers, est-ce que c'est à peu près équilibré ? Genre, si quelque chose existe, alors son opposé existe aussi et ça s'équilibre ? Non. Mais, enfin non, moi c'est pas une certitude, c'est ce que je peux répondre par rapport au questionnement qui se pose. Parce que si tout était équilibré, vraisemblablement rien n'existerait. Il y a de la matière, il y a de l'antimatière. Une des questions qui se pose, c'est que, en toute logique, la matière et l'antimatière, donc qui sont en fait un électron, un positron, des choses comme ça, mais s'ils se rencontrent, ils s'annulent. Et globalement, toute particule a sa particule contraire. Donc, alors il semblerait, moi je ne suis pas trop au courant de tout ça, de l'antimatière, mais il semblerait que c'est des choses qui ont pu être prouvées scientifiquement et créées scientifiquement. Le problème étant, c'est que, en toute théorie, il doit y avoir, au moment du Big Bang, autant de matière que d'antimatière qui est générée. Or, ce n'est pas le cas. Donc ça veut dire qu'il y a manifestement une différence de 1/10 milliardième, de matière en plus que d'antimatière. Et ce qui fait que notre matière, alors soit c'est ça, soit et ce qui fait que la matière qui nous constitue existe. Soit c'est parce qu'il y a eu un léger surplus de matière par rapport à l'antimatière, soit c'est parce que la matière est ici, l'antimatière serait ailleurs. Mais tout ça, ça reste des questions, effectivement, qui ne sont pas... voilà. Mais en toute logique, effectivement, toute particule connaît sa particule contraire, entre guillemets. Ouais. Sa particule antimatière. C'était ça la théorie du flipper, comme quoi il y aurait... Si jamais un électron existe et qu'il y a un autre électron qui existe en même temps ailleurs, ce serait pareil pour l'être humain. Alors... J'ai pas vraiment regardé la théorie du flipper. Alors, il y a deux choses qui... Non, alors, ça serait pareil pour l'être humain. Non, rien permet de dire que les phénomènes qui sont observés au niveau de la physique quantique, c'est-à-dire au niveau de la physique des particules, soient véritablement applicables au niveau des entités plus grosses, au niveau de la matière. Par contre, effectivement, la physique quantique, elle met en avant le fait que le comportement des particules est contre-intuitif. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut avoir deux électrons qui sont liés et qui sont
situés l'un d'un côté de l'univers, l'autre de l'autre, et que en modifiant la position d'un électron, ça va modifier instantanément la position de l'autre. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'intrication. Donc il peut y avoir des correspondances qui sont créées entre des événements qui sont disjoints, ce qui, semblerait-il, est une des choses qui est utilisée qu'on va chercher à utiliser dans les ordinateurs quantiques. Hein, c'est être capable de faire un calcul à un endroit, ce qui permet d'avoir le résultat du calcul à un autre endroit. Puisque si j'appuie sur le bouton ici, si j'appuie sur le bouton vert ici, le bouton correspondant, ça lui met en rouge de l'autre côté immédiatement, et il le fera parce que j'ai appuyé sur le bouton vert. Parce que tant que je n'ai appuyé ni sur le bouton vert ni sur le bouton rouge, les boutons sont en même temps vert rouge et vert rouge et rouge rouge et vert rouge. Ils ont toutes les possibilités. Les possibilités ne sont pas réalisées. Alors c'est des choses qu'il est très difficile de comprendre puisque ça correspond absolument pas à notre réalité, et donc à la façon dont notre cerveau conçoit les choses. Notre cerveau conçoit les choses comme étant fixes et linéaires. L'espace ne se modifie pas. Le temps ne se modifie pas. Or, la théorie de la relativité, mise en place par Einstein, montre que finalement, le temps n'est pas le même pour tout le monde. L'espace est déformé. L'espace est déformé par les trous noirs. Et le temps n'est pas le même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'aller sur Mars. Bon, le voyage sur Mars, ça prendrait 6 mois aller, 6 mois retour. Les astronautes qui feraient ce voyage partiraient donc 1 an. Voilà. Mais je pense que quand ils reviendront, ils rencontreront les générations suivantes. C'est-à-dire qu'eux vont vieillir d'1 an, mais nous, sur Terre, on aura vieilli d'un certain nombre de dizaines d'années, voire de siècles. C'est-à-dire que c'est ça qui est fascinant et intéressant, c'est-à-dire que la réalité de notre univers n'est pas la réalité qu'on en perçoit. Le temps n'est pas fixe. Si on rentre dans un trou noir, par exemple, c'était ta question, la masse du trou noir est tellement forte que le temps se dilate, le temps ralentit. Si on va à la vitesse de la lumière, ou on s'approche de la vitesse de la lumière, le temps ralentit. Donc, quelqu'un qui va très vite par rapport à un autre vit un temps qui est un temps plus court. Alors, ça paraît complètement aberrant, puisque cette différence de temps entre nous trois ici, on ne l'aperçoit pas, elle est tellement infime qu'elle n'est pas significative pour assurer notre vie de tous les jours. Donc notre cerveau ne l'aperçoit pas. Mais en revanche, elle existe. Tous les GPS calculent cette différence de temps pour arriver à des positions précises. Et l'une des premières expériences qui a lieu sur ce phénomène, ça a été de mettre 2 horloges atomiques dans 2 avions qui ont fait chacun la moitié du tour du monde, et d'observer que la différence de temps calculé par ces horloges atomiques qui avaient été synchronisées au départ correspondait bien à ce que dit la théorie. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Épisode suivant dans 1 semaine avec une nouvelle question d'Anaïs. Je précise qu'Alain n'a aucune prétention à l'infaillibilité. Il présente l'état de ses connaissances comme il les présenterait à ses petits-enfants.